Bonjour et bienvenue sur le podcast Terra Mucho, le podcast qui amplifie les voix des femmes. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Auréola Paulette Achade. On la connaît aussi sous le nom de Savili, son nom marital. Paulette est entrepreneuse sociale, elle est leader environnemental. Elle est fondatrice de l'association Polyafrique Bio. Elle œuvre aux côtés des communautés pour la sensibilisation environnementale, les reboisements, la promotion des emplois verts, l'autonomisation des femmes et des jeunes. Son engagement est guidé par une conviction très forte. Le changement passe par des actions concrètes, ancrées dans les réalités locales et portées par des femmes capables de transformer les défis environnementaux en opportunités durables. Alors, j'accueille Paulette avec vous. Bienvenue Paulette, et comment vas-tu? Bonjour, bien, merci beaucoup. Merci de m'inviter sur votre podcast. Je vais très bien, par la Tu vas grâce de très Dieu. bien. Alors, Oui. on a cette conversation depuis le Sénégal, mais Sénégal, c'est pas là où tu vis habituellement, ou alors tu vis en intermittence là-bas. Est-ce que, avant de rentrer dans tout ça, tu peux nous dire, Paulette, qui tu es? Parle-nous de toi, vraiment, de tes racines et ton histoire. Qui tu es? Ok, avec plaisir. En juillet, j'aurai 37 ans. Je suis née le 10 juillet 89, donc j'aurai 37 ans très très prochainement. Je suis Hmm, née jumelle aussi. Je suis béninoise d'origine, c'est vrai, mais j'ai aussi la nationalité angolaise par mon époux. d'accord. Mon histoire est assez intéressante dans le sens où j'ai eu une enfance assez stable, très très stable même, Hmm, jusqu'à mon adolescence où un événement, une situation s'était imposée à ma vie ainsi qu'à ma famille, la polygamie de mon père. hmm, Et cela, forcément, hein, la polygamie n'a pas que des revers positifs où on a des petits frères, des petits sœurs qu'on adore. Mais de l'autre hmm. côté, il y a également des contraintes de vie où nos habitudes sont chamboulées, etc. Sinon, Ouais. en général, j'ai j'ai fait l'administration des finances. Je me suis spécialisée en gestion des marchés publics. J'ai eu une licence en gestion des marchés publics. Mhm. Après, j'ai fait la gestion des projets. Et c'est après, surtout, ma licence que j'ai eu, sur le plan professionnel, j'ai eu l'opportunité de travailler au ministère du Plan, où Ouais. j'ai travaillé dans la cellule des marchés publics, la cellule des marchés publics pendant 2 ans. Et puis, moi, j'ai quand même eu assez de chance sur le volet professionnel parce que beaucoup de jeunes, généralement, quand ils finissent il galère un moment, mais moi, pratiquement tout mon cursus était rémunéré. J'ai eu la chance, j'ai pas eu trop de problèmes. Hmm, Mais euh, une fois que j'ai eu mon premier bébé, j'ai eu mon deuxième bébé, les hmm. choses changent. Il y a D'accord. les obligations en tant que femme, en tant que maman, qui t'obligent à te concentrer à un moment donné sur ton foyer, sur tes enfants, fait que je m'étais un peu déconnectée du côté professionnel parce que j'ai dû faire Hmm, une pause. hmm, Et pause, cette pause m'a valu me réinventer moi-même en tant que femme hmm, et étudier les priorités de ma vie. hmm. Parce qu'en tant que maman, on ne voit plus le monde de la même Le façon même. qu'avant. Donc, il y a beaucoup, Hmm, beaucoup, beaucoup de choses qui changent. Et en particularité, ce qui a beaucoup changé chez moi, c'est quand j'ai eu mon deuxième bébé, surtout, hmm. je ne pouvais plus aller au travail. Et le fait de rester à la maison, de ne faire que gérer la maison, De ne faire que constituait la quand même. maman. De ne faire que la maman. Oui, j'étais pas préparée en fait. J'étais Hmm, pas préparée pour ça. Et ça avait créé une sorte de dépression, de hmm, dépression, de, comment le dire, de manque hmm, en moi. J'avais envie de faire, de travailler, de montrer mon potentiel. J'avais envie de donner de ma personne c'est-à-dire dans les domaines que je connaissais, que je maîtrisais, mais je pouvais pas parce que si je laisse mon enfant, qui va prendre soin de mon enfant? Bon, hmm, après, euh, avec le recul, j'ai dit, bah, je peux pas faire que ça dans ma vie, il faut vraiment que je travaille. Donc, j'ai pris le risque de mettre mon enfant qui avait à peine 6 mois, je la mettais à la garderie et hmm, j'allais travailler.
J'avais, de façon bénévole, hein, j'étais prête à, tant que je sortais de la maison. Donc, j'allais travailler et cette fois-ci, c'était à la Caisse nationale de sécurité sociale du Bénin. Hmm. J'allais travailler bénévolement. Vous imaginez, j'ai fait ça pendant 1 an, 8 mois, D'accord. 1 an. Hmm. Et pendant ce laps de temps, pendant ce moment, c'est que ma fille était un peu perturbée sur le plan sanitaire parce que la garderie, même si elle est chic, même si les conditions, tu fais tout pour que les conditions soient réunies pour ton enfant, mais elle te ramenait tout le temps des petits bobos qui, tu peux pas être au boulot, être concentré. Soit Hmm. c'est soit c'est le rhume, soit des petites infections, que les enfants se contaminent entre eux. Donc, beaucoup de bobos. Et moi, j'étais tout le temps en train d'aller à la pédiatrie avec elle. Je devais demander la permission à mon patron pour que je puisse prendre. Donc, à un moment donné, j'étais pas du tout concentrée, même pour ce travail-là. Hmm. Hmm. Et j'étais pas la seule maman. J'avais même des aînés. Mais moi, je ne concevais pas de savoir que mon enfant passe par un temps sanitaire ou critique. Et moi, je suis au boulot en train de monter peut-être un dossier marché Oui. public ou donc, à un moment donné, j'ai profité aussi d'un voyage, un voyage que je devais faire, que j'ai fait en Afrique du Sud, où je devais rejoindre mon époux qui était en mission. Et arrivé là-bas, pendant les 2 semaines de mon séjour, on a sérieusement discuté. Il comprenait ma situation, il comprenait que j'avais envie, j'avais la rage de travailler, j'avais besoin de gagner aussi mon argent, tout et Hmm. tout. Mais je devais regarder derrière mon enfant, comment est-ce que les enfants sont abandonnés. Parfois, on est obligé de payer la cantine pour les enfants. C'est d'autres personnes qui nourrissent les enfants et les soins également. Bon, finalement, on avait décidé que je revienne encore à la maison. D'accord. Et une fois que je suis revenue encore à la maison, il fallait que je fasse encore quelque chose. Donc, j'ai décidé d'être désormais à mon propre compte, ne D'accord. pas travailler pour quelqu'un afin de me permettre de suivre en même temps l'enfant et d'avoir mon entreprise dans mon salon. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé une société de conseil en marché public, ce qui Hmm. me permettait quand même de monter, enfin, d'accompagner les Ouais. entreprises qui veulent soumissionner, qui veulent candidater à des appels d'offres. Et malheureusement, ça n'a pas pris. Ouais, en Ça n'a gros, pas tu as continué un tout petit peu ce que tu faisais à la Caisse nationale, mais tu l'as continué exactement. un peu dans ton salon pour donner des Oui, conseils, d'appui oui. en tant qu'indépendant et ça n'a pas donné. C'est ça. Non, Hmm. ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. J'avais besoin d'avoir plus et ils avaient besoin de quelqu'un qui avait plus d'expérience. Hmm. Et quand on te sollicite, on te dit c'est où ton équipe, c'est où ton bureau, on veut venir travailler, où est ton bureau. Donc, c'était difficile de Ouais, ramener des inconnus chez moi, de les recevoir à la terrasse. Non, c'était pas sécurisant aussi. oui. Donc après, j'ai damé, j'ai plaqué la structure, Hmm. j'ai annoncé la faillite comme ça rapidement. Donc j'ai commencé par faire du commerce, de petites entreprises, ce que je trouve, je vends, ce que je trouve, j'entreprends. Oui. Mais j'ai eu un déclic après. Hmm. Pendant que je me essayais, j'ai eu un déclic. J'étais au marché un jour, je devais faire des emplettes et il y a un truc qui m'avait frappé. C'était comment le dire? Les rayons étaient tellement ardents, les rayons du soleil étaient tellement ardents que ça me brûlait pratiquement la peau. Après, je me suis dit, bah, si moi, en tant qu'adulte, je ressens autant les Hmm. rayons du soleil et que ça me brûlait la peau, comment font les enfants? Les bébés qu'on met au dos, je vois les bonnes dames avec les enfants au dos, mais comment est-ce que qu'ils font? Comment est-ce qu'elles font, pardon? Ça m'a tellement touchée. Arrivée à la maison, étant très très curieuse de base, j'arrive à la maison, je prends mon téléphone, j'entre dans Google et je Hmm. commence par poser des questions. Mais pourquoi le soleil aujourd'hui est si ardent? Vous imaginez, à plus d'une vingtaine d'années, j'avais jamais auparavant fait attention au climat dans lequel je vivais, l'environnement dans lequel je vivais. C'est vrai que l'environnement changeait à un moment donné, Mais mais je n'avais jamais, tu n'en avais pas conscience, tu ne non, prêtais pas non, attention et tout. mais je n'avais aucun détail qui puisse me rappeler ou
m'a alarmée sur l'état de l'environnement dans lequel je vivais. Et il Hum, a fallu cela. Et vous imaginez, c'est ma maternité qui m'a fait penser au bien-être des enfants. Si je n'avais peut-être pas été maman, je n'aurais jamais pensé à mais pourquoi ce soleil et quel aurait été le hum, résultat sur la santé des enfants. C'est comme mhm. ça que mes recherches m'ont rapidement m'ont ramené des liens sur la destruction de la couche d'ozone, la dégradation du sol, ce qui libérait du carbone et plein de choses, les dégâts climatiques qu'on vivait, mais pour moi c'était normal. Par exemple, les vents violents, les inondations même. À l'époque, le Bénin avait connu une vague d'érosion côtière où pratiquement toutes les berges, pratiquement, hein, on a connu une grande perte Ouais, de berges au niveau de la plage. Mais pour moi, tout ça, je n'avais fait aucun lien. Mais grâce à ma maternité, j'ai commencé par faire attention à l'environnement dans lequel je vivais et j'ai commencé par faire attention à ce que l'environnement dans lequel je voulais voir mon enfant grandir. La destruction de la couche d'ozone qui fait le lien direct sur l'utilisation du sachet plastique. oui, Le sachet plastique étant un élément qui ne se dégradait pas, qui pouvait faire jusqu'à 400 ans dans l'environnement avant de se dégrader. Je dis, bah, comment un sachet plastique que j'utilise, que je jette inconsciemment dans la nature peut faire jusqu'à 400 ans? Et les oui, études l'ont fait malheureusement. Donc pour moi, il fallait soit réduire, soit supprimer. Et j'avais commencé par sensibiliser comme ça hein, sur mes propres réseaux oui. personnels. En tout cas, Je ça t'avait touché sur le plan personnel et tu as énormément, commencé à atteindre ton réseau pour commencer à en parler. énormément. Mais ouais, on va revenir plus tard dans tous ces détails finalement de ce que tu fais aujourd'hui avec toutes ces questions environnementales. Et ouais, on voit bien que parfois, ce sont les petites choses, comme tu dis, les enfants, ça nous ramène une autre vision du monde. On commence à s'inquiéter de comment ils vont grandir, dans quel espace, qu'est-ce qu'ils ressentent et tout ça. Et on voit bien que ça peut être vraiment une source mais d'engagement, en fait, concrètement, hein, par ces soucis-là. Mais peut-être avant d'aller discuter davantage, échanger davantage sur ce que tu fais aujourd'hui professionnellement, on va revenir un peu sur toi, sur qui tu es, en fait, sur tes racines un tout petit peu. Alors, je sais qu'en Afrique, on ne porte pas un nom pour rien, en fait. D'ailleurs, je suis très curieuse de savoir comment ça se passe au Bénin pour les jumelles. Je sais que moi, dans mon pays d'origine, au Congo, les jumelles, il y a une sorte de fascination autour des jumeaux et des jumelles. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire d'être jumelle au Bénin. Mais surtout, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu sais, toi, si ton nom a un sens? Est-ce tes parents t'ont expliqué pourquoi ils t'ont donné le nom qu'ils t'ont donné? Est-ce qu'il y a des circonstances qui ont favorisé ou qui ont poussé à ça? Parce que je sais qu'en Afrique, vraiment, les circonstances comptent dans les noms qu'on donne aux enfants. Ça, c'est Donc, ça, c'est vrai. et je sais que le nom, en tout cas, ben, c'est quelque chose pour nous. En Afrique, en fait, on est très en lien peut-être avec son nom, mais peut-être pas pour toi. Mais j'aimerais en savoir un peu plus sur toi et ton nom, le sens et comment tu vis avec ça. C'est vrai, ça c'est intéressant parce que le nom que je porte ainsi que ma jumelle, d'abord nous sommes nés prématurés. Étant le premier geste de ma maman, donc primipare, et encore nés prématurés, nous étions vraiment des enfants à risque, c'est-à-dire le pronostic était tellement élevé, c'est-à-dire encore plus pour ma jumelle parce que elle pesait à peine 1 kilo. Donc, Mhm. elle était rikiki comme ça dans les mains. C'est-à-dire, ma maman, c'était la seule qui pouvait la tenir parce qu'elle était trop Mhm. petite. Le fait qu'on soit prématuré a fait que on est resté 45 jours en couveuse à la Mhm. crèche, à l'hôpital, histoire de grandir un peu et de couvrir au moins les 8 mois, 2 semaines, les 9 mois et que notre situation soit stable. Et vous imaginez que malgré notre état de santé où on se disait, voilà, entre nous deux, ma jumelle qui était la plus fragile allait partir. Nous avons tenu jusqu'à la fin et on est Mhm. sorti vivante de cette crèche-là. Et quand on Mhm. est sorti, le frère à mon grand-père, dont je vais dire l'oncle de mon père, Mhm. qui avait quand même soutenu mes parents pendant cette période, était aux petits soins. D'ailleurs, je lui rends hommage, hein.
Il s'appelle Achade Biaou Théophile. Donc ça, Mhm. je vais dire, c'est mon grand-père aussi, mais c'est le Mhm. frère. C'est lui qui nous a donné notre prénom. Moi, je suis Auréola. Ma sœur, elle s'appelle Mondisola. Dans notre patois, dans notre langue, puisque je suis originaire de Savé, Mhm. Auréola veut dire, littéralement, veut dire résultat du bonheur. Auré, c'est comme les bienfaits du bonheur. Ola, c'est bonheur. Donc, ça fait Ok. les bienfaits du bonheur ou le résultat du bonheur. C'est Alors quelle que ma langue, jumelle, c'est quelle langue ça? C'est quoi c'est ton le patois? tchabé. Les C'est Tchabais. le Ok. tchabé. Oui. Mhm. Ou le Nagbo. Ma jumelle, elle, c'est Mondi Sola. Donc, Mhm. Mondi, ça veut dire quand tu te réveilles en plein bonheur, quand tu te réveilles dans le bonheur. Mhm. Des enfants qui ont vécu, c'était un challenge pour nous de vie, de vivre. Oui. Et qu'on arrive, qu'on tienne jusqu'à sortir de la crèche pour nous, il ne pouvait que nous souhaiter du bonheur. Pour lui, c'était genre des enfants, ces enfants ont réellement quelque chose à donner à la vie. Et on ne peut que Ok. les accompagner par le bonheur. Et Super. c'est lui aussi qui nous a donné Paulette et Pauline. Et, Donc, mes parents ont tout de suite adopté et ont enregistré. et en fait, tu intériorises parfois ta relation avec ton nom Auréola ou en fait, non, tu as ce nom et c'est terminé ou est-ce que ça a une place dans ta vie actuellement ou pas? Ce prénom, c'est même le prénom par lequel, enfin, c'est le nom que j'adore même le plus. Hmm. Et c'est un nom, parfois même sur certains dossiers, quand on oublie ce nom, je le rappelle. Parce que c'est un nom qui a beaucoup de sens pour moi. Mhm. Auréola, moi, j'affectionne beaucoup ce prénom parce que ça reflète, c'est-à-dire quand tu es un enfant qui est désiré par tes parents, tu es bien arrivé, tu es bien né. C'est un enfant qui me conforte dans ma position d'aîné Hmm. que Hmm. je suis un enfant désiré, accompli, c'est un enfant attendu, vous voyez, et chéri. Et c'est vrai, nous avons été vraiment chéris par nos parents. Mais mon père, on était ses potes hein, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne nous le voler. Mais bon, Oui. c'était un peu ça. Oui. C'est pourquoi je disais tantôt que nous avons eu une enfance assez stable hein, et très Oui. très bien, très très bien. Ouais, jusqu'à ce que les événements de la vie vous rattrapent. C'est ça. Oui. Bon, donc on va revenir alors sur ton parcours. Donc tu as expliqué un peu hein, ce matin-là où tu es parti au marché et les soleils et les déclics avec toutes ces questions finalement de changement climatique. Donc, du coup, une fois que tu as commencé cette sensibilisation un peu formelle dans ton réseau, comment tu passes de ça à ton organisation aujourd'hui, en fait? Et par où tu es passé? Et vraiment, d'où est venu ce besoin ou cette motivation, mais finalement, de passer à ce mode un peu entrepreneurial jusqu'à créer une ONG, en fait? Déjà, quand j'ai découvert la nécessité d'informer sur les dangers liés aux sachets plastiques, il fallait que moi-même, je montre l'exemple en proposant des solutions alternatives. Parce qu'il suffit pas Hmm. de dire aux gens d'arrêter, mais je devais également montrer l'exemple. Et puisque je ne faisais rien, dans mon salon, j'ai créé ma boutique de production d'emballage en papier cette fois-ci, d'emballage Mhm. biodégradable, mais uniquement en papier. Mhm. Je m'étais fait former sur les réseaux, sur YouTube, comment monter les emballages et je le proposais à vil prix, de façon à ce que les gens comprennent que oui, c'est possible. Il faut aller au papier parce que beaucoup vont vers les sachets parce que c'est moins cher Mhm. aussi. Donc, il faut Mhm. vous revenir au papier. Ça aussi, c'était moins cher. Donc, il fallait quand même instaurer. Et pendant que mon entreprise d'emballage grandissait, j'avais été appelée par une dame, une Congolaise de Kinshasa. C'était la directrice de l'ONEM. L'ONEM, c'est l'Office national de l'emploi des Mhm. jeunes. Et en même temps, elle avait une association et nommé ASOF. ASOF, ça réunissait les femmes, surtout les femmes défavorisées, les femmes en situation difficile et quelques jeunes également, mais beaucoup plus les femmes. Elle me dit, Madame, ce que vous faites, ce que je vois sur les réseaux sociaux, vous faites vraiment un travail très, très joli. Est-ce que vous accepteriez de venir nous former ici à Kinshasa? Je dis, waouh, c'est intéressant ça. Et contre toute attente, elle m'envoie mon billet d'avion, elle m'envoie une partie de mon cachet, elle dit, Madame, venez, on vous attend. Et elle m'organise
cette formation où j'ai formé plus de 200 finalement personnes, plus Hmm. de 200 jeunes et femmes. Hmm. Et c'est à mon retour de cette formation que je dis, bah tiens, mais je peux encore aider davantage. Je peux faire plus que ce que je fais déjà. Il fallait que je trouve quand même le moyen, comment on le dit, légal, pour ne pas avoir des difficultés après sur les actions que j'entreprenais. Je me dis, il faut que je crée, je fais des recherches et ça m'oriente vers la création d'une organisation non gouvernementale. Bon, Hmm. c'est vrai que de l'autre côté, ce que je fais est à but lucratif, mais ici, ce sera à but non lucratif. Déjà, moi, j'adore le social à la base, donc je me suis lancée. De fil en aiguille, l'ONG a pris. J'avais commencé par. Bon, c'est vrai que l'avantage d'avoir déjà une entreprise dans ce Oui, secteur a facilité aussi la l'insertion transition de et la l'ONG. Voilà. complémentarité et tout ça. Mhm. D'accord, Voilà, c'est comme ça que j'ai démarré avec l'ONG en d'accord. 2000, en 2021. On a commencé, j'ai déposé les papiers en août 2020, j'ai eu le récépissé le 25 janvier 2025. Donc, j'ai Mhm. officiellement commencé mes activités en janvier 2025, 21, pardon, en janvier 2021. Eh bien, ouais, c'est ça. Donc, entrepreneuriat. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu continues en parallèle sur ces deux chemins, entrepreneuriat et ONG, ou alors finalement, tu t'es redirigé uniquement sur cette ONG? J'avoue que l'ONG, à un moment donné, a pris le dessus. Hmm. Parce que plus on avance, plus les obligations également grandissent. Et c'est-à-dire la vision que j'ai pour cette organisation m'oblige à être focus sur cette organisation-là. Hmm. Et j'arrive pas, c'est vrai que j'essaie de faire d'autres choses après, mais l'ONG me ramène toujours à l'autre. Parce cette organisation est un peu exigeante. Et je pense aussi que c'est la vision que nous avons pour cette organisation qui fait que chaque fois, elle prime en fait. Du coup, que ce soit dans ton parcours en tant qu'entrepreneuse environnementale ou en tant que leader environnemental, quelle est la réalisation en lien avec l'environnement dont tu es le plus fière? On a eu beaucoup d'activités, hein, on a eu beaucoup de choses qui me rendent fière. Le premier élément même que je peux citer, c'est, vous imaginez, nous avons créé l'ONG, nous avons eu le récépissé en janvier 2025, et déjà, à peine 6 mois après, 7 mois après, nous avons été reçus par le ministre du cadre de vie, qui nous a applaudi par rapport à un reboisement de masse que j'avais eu à faire. Et je pense suite à ça, il m'a accordé le financement pour que je puisse participer à ma première conférence des partis en Écosse. Donc ça s'était Mhm. passé en Glasgow à l'époque, c'était en 2000, toujours en 2021, vous imaginez. C'est rare, c'est pas une aubaine qui est donnée à tout le monde. Mhm. Autre chose qui me rend fière, ça c'est récent. Nous avons reçu un financement du Pulitzer Center, qui est une organisation internationale américaine. Et l'objectif en fait de ce financement était de faire une sensibilisation contre les feux de brousse, mais dans les Mhm. zones humides, dans les zones des mangroves. Mhm. Ce financement qui était destiné pour un seul village a réuni finalement 8 villages. D'accord. Comment Et ça se fait? Tu as fait le miracle de c'est-à-dire multiplication de pain et du poisson, c'est ça? C'est-à-dire, le projet a tellement intéressé. Le projet parlait de quelque chose concret et ça a intéressé, c'est-à-dire de bouche à oreille. Ces chefs de village sont venus naturellement et ont participé naturellement. Mhm. Et vous imaginez, j'ai réussi quand même à gérer le financement pour que les 8 villages soient intégrés dans ce projet-là. Et ce qui a été encore plus important, c'est que nous avons signé une charte Mhm. qu'on a nommé la charte verte de Nazoumen parce que Nazoumen, c'est le village dans lequel on a réalisé le projet Mhm. et obtenir la signature de 7 chefs de village dans un document comme ça qui les engage à protéger les mangroves et à Mhm. éviter les feux. Et Mhm. cette charte a été co-signée également par la direction des eaux et forêts et chasses sous l'égide du ministère du cadre de vie. Donc ça, c'est quelque chose qui quand même rehausse, qui encourage, qui impacte positivement cette Mhm. organisation.
Bon, il y a eu d'autres Oui, éléments, hein. Je, On je a me eu, rappelle, je me rappelle en fait, et peut-être je rappelle aussi à ceux qui nous écoutent parce que aussi tu es là, parce que tu as été nominé dans les cadres de cet appel à nomination que Terramucho a lancé en juillet on voit bien. 2025, la nomination pour des femmes qui ont des actions concrètes sur les sujets environnementaux. Et une des choses qui revenait souvent sur les 43 personnes, je crois, qui vous ont nominé, entre autres, cette signature de la charte verte et ce reboisement dans cet endroit. C'est impressionnant comment beaucoup de gens ont été marqués par ça. Et d'ailleurs, comment tu te sens en lien avec ça? Parce que tu les reconnais comme une grande réalisation, mais de savoir que c'est ça qui a motivé les gens à te nominer, qu'est-ce que ça te fait? Non, ça me rend fière. Et puis, je suis fière également de mon équipe parce que c'est pas un travail que j'ai réalisé seul. C'est la preuve que nos actions ont porté. Et en fait, ça booste. Ça Mhm. booste. Ça donne encore plus envie de faire mieux, de parfait. Mhm. Moi, dans mon équipe, j'ai un côté que parfois ils ne comprennent pas. Mes collaborateurs ne comprennent pas. Mais Mhm. avec les nominations, avec l'évolution de l'organisation, j'ai la conviction que je suis sur la bonne voie. Je suis très, très exigeante dans le travail. C'est vrai que ce que nous faisons est bénévole. Personne n'est payé. Nous sommes payés peut-être comme nous avons des projets, nous avons des activités que nous Mhm. réalisons. Chacun, selon sa spécialité, gère telle ou telle activité. Mais vous imaginez l'exigence que je mets là-dedans. Ça fait que bon, on n'est pas payé pour ça. Donc, je ne peux pas être disponible à tout moment quand tu m'appelles. Mais moi, je dis une chose. Quand vous donnez votre temps pour une activité, mais et c'est même quand vous n'êtes pas payé que votre temps doit être utilisé à bon escient. Oui. Donc, quand vous devez faire quelque chose, même bénévolement, il faut le faire de sorte à gagner quelque chose. Ça peut être intellectuel, ça peut être des relations, des contacts, ça peut être de l'argent, ça peut Mhm. être une espèce. Donc, je mets j'ai été combattue à plusieurs reprises pour ce côté-là que j'ai. Et là, moi, je me dis, je ne changerai pas, ça ne risque même pas d'arriver parce que je suis sur la bonne voie. Et c'est ça qui Mhm. permet aujourd'hui à cette organisation d'arriver à ce niveau-là parce que en 5 ans, ce que nous avons réalisé, moi, je connais des ONG qui ont plus de 10 ans, mais qui n'ont jamais bougé de leur département. Et Mhm. nous avons la recommandation du, du ministère des Affaires étrangères. Nous avons la reconnaissance officielle du ministère du cadre de vie qui nous coiffe. Nous Oui. avons, nous avons reçu en 2024 le trophée RSE-ODD 2024. Et là, nous avons été nominés par vous aussi, par Terra Mucho, qui c'est-à-dire, tous ces éléments en somme ne viennent que me conforter dans ma position selon laquelle cette organisation est sur la bonne voie et la Mhm. conduite de direction de cette organisation est la meilleure. Et j'ai même envie d'investir encore plus en mon équipe, en moi-même, sur le plan intellectuel, afin qu'on Oui. soit encore plus au top et qu'on soit encore plus, la compétence plus avancée encore plus. Oui, c'est une bonne transition parce qu'il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est vraiment qu'est-ce qui est le plus difficile en fait quand on dirige une organisation non gouvernementale, surtout quand c'est une organisation qui fonctionne en mode avec beaucoup de bénévoles comme ça. Qu'est-ce qui est le plus difficile de diriger là? Dirige une organisation, il faut d'abord donner de soi-même entièrement. Une Hmm. organisation, ça se gère, c'est-à-dire, on ne peut pas avoir deux choses dans son cœur. Quand tu portes cette organisation, tu dois la porter totalement. Et ça se justifie par le don de ta personne Est-ce pour que réussir. Ça, c'est tu es en la train de chose. nous dire, en fait, finalement, ce qui a été difficile pour toi, c'est ce que ça demande en fait, parce que ça demande ce don de soi qui est un peu total et Dans le un sens grand où, sacrifice, le quoi. sens où, dans le sens où, il faut garder un mental constant face au challenge. Hmm. Moi, je n'ai pas appris je n'ai pas appris nulle part. Personne ne m'a appris à diriger avant une Hmm. organisation.
Et Hum. aujourd'hui, je suis obligée. Parfois, je reçois des coups, mais je suis obligée de tenir et de montrer l'exemple. Tu es obligé de mûrir rapidement, encore plus vite que les autres. Tu es obligé de te perfectionner parce qu'à un niveau donné, tu dois rédiger, rendre compte, tu dois être transparente, tu dois... je collabore avec des partenaires qui ne connaissent pas forcément mon parcours, mais qui s'attendent à ce que sur le plan intellectuel, je sois au point. Alors que beaucoup de choses, je les ai pas appris. Je suis obligée de On est m'auto-former. autodidacte en permanence et donc il faut avoir un esprit d'ouverture pour apprendre par soi-même, c'est ça? Et ça demande beaucoup C'est d'investissement, c'est ça? beaucoup, 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 beaucoup. Et même ce diplôme que j'ai eu, le master en gestion des marchés, pardon, ce master en gestion de projet, c'est quand j'ai commencé avec l'ONG que j'ai senti le besoin d'aller vers, parce que je dois tourner sur Hum, plein de projets. Je ne peux pas tout le temps aller vers des consultants. Ça coûte cher, tu n'as pas le temps, etc. Donc, ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que la gestion de l'homme. Vous venez de divers horizons, vous n'avez pas les mêmes éducations. Tu es obligé de cultiver la patience. Tu es obligé de cultiver la maîtrise de toi-même. Parfois, tu te répètes, tu te répètes, tu te répètes, mais tu es obligé de te montrer résilient face à certaines choses. ouais, À part ça, l'autre difficulté que je peux peut-être souligner, c'est toutes les organisations, ce défi-là, hein, c'est les ressources financières. La mobilisation des ressources financières, c'est un challenge constant. Mais bon, nous, on se dit, nous sommes sur une bonne voie, on est en train d'avancer, c'est une hum, étape que nous devons forcément ouais, gravir et ça ne sera plus un problème, ouais. par la grâce de Dieu. Donc, En c'est tout un cas, peu ça. s'il y a quelque chose que je retiens, c'est cet aspect don de soi et aussi de grandir très vite. C'est comme si tu dois grandir très, très vite, plus vite que tout le monde et d'avoir C'est cette ça. maturité. Et C'est ça. ça, c'est beaucoup d'énergie que ça demande. Et justement, en lien avec ça, et toi, en tant que femme, non seulement femme, en tant que maman, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as senti que parce que tu étais femme, il y a certains accès à des opportunités, à des ressources, à des espaces qui étaient plus difficiles pour toi en tant que femme? Ouais. Ça, c'est un sujet qui, je pense même que je vais profiter de votre question pour lancer un message. C'est déjà un challenge d'être une femme. Une femme, c'est pas facile. Nous sommes confrontés à beaucoup de challenges dès notre naissance. Et quand Qu'est-ce une que tu femme, as en tête quand tu dis ça? c'est-à-dire la société nous oblige à des conduites, que veuille ou non, l'égalité que beaucoup prônent entre la femme et l'homme, c'est pas pareil. Et Mm. je crains que cela ne change de sitôt. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, dans mon vécu et Mm. dans cette organisation, j'ai connu des gens qui, à des postes donné pouvait me faciliter, pas m'offrir, mais en fonction de ma compétence, en fonction de mes activités, en fonction des résultats positifs que je fais bénéficier mon pays, pouvait me permettre de bénéficier à certaines formations, à certains financements également, pouvait Mm. me permettre d'être sur certains projets parce que je remplissais les critères. Je n'ai pas eu ça parce que X ou Y voudrait plus que ça. Mm. Voudrait, en fait, me drague et voudrait au-delà de ça, voudrait échanger ce service, ce droit-là Oui, par euh, un passe-temps avec moi. oui. Sachant que je suis une femme mariée, légalement mariée et mère. Sachant cela, cela ne les empêche pas à te faire ces propositions indécentes. Donc, en Tu vois? gros, quelque part, des harcèlements un peu sexuels, quoi. Oui, Des oui. harcèlements, des avances, Des euh, avances, choses comme ça a des été avances toujours, c'est comme, conditionnelles. voilà. Des, voilà, des avances conditionnelles pour ton travail, ce qui Oui. ne devrait normalement pas être le cas. Et Mhm. moi, je pense que nous, surtout nous, qui sommes des femmes mariées, qui avons des enfants, jusqu'à ce qu'on se décide à aller travailler
pour le bien-être de l'environnement, le bien-être de la société, pour notre pays, je pense que nous sommes des femmes que la société doit protéger. Au lieu de nous induire en erreur, la société doit nous protéger. Nous sommes des perles à protéger. Donc, ça, Hmm. c'est un élément, ça, c'est un premier élément que j'ai eu sur le terrain qui m'a un peu rendu un peu inconfortable. À un Hmm. moment donné, on se demande bah, pourquoi on fait tout ça si au finish, tu dois donner ta personne. Ouais. Ça n'en vaut pas la peine. Ton corps, quoi. Parce que Voilà, tu dois donner ton ouais, corps. Voilà, c'est pas la ça- peine. ouais. Non, pas du tout. À Ouais. part ça, j'ai eu aussi un autre challenge. Je pense que d'autres femmes peuvent se retrouver un peu, se reconnaître un peu dans cet élément. C'est que quand tu es en face enfin, moi, je pilote des projets que je dois défendre. Parfois, quand tu en vois, surtout que moi, je suis à la base, je suis directement, je collabore directement avec la base. Je suis en contact direct avec la communauté. Donc, avant d'effectuer une descente, tu dois forcément informer le premier responsable par exemple, un village. Je dois forcément contacter le chef du village, le chef d'arrondissement et aussi informer la mairie. Hmm. Généralement, quand tu es une femme, on se dit, bon, les femmes, hein, peut-être que elles s'ennuient, qu'est-ce qu'elle viendra nous dire. On ne nous prend pas toujours au sérieux. Oui. Hmm. Et quand tu insistes, c'est parce que tu insistes qu'on te reçoit. Et quand on te reçoit, dans les secondes où tu ouvres la bouche, tu dois prouver que tu as la capacité intellectuelle et que tu maîtrises le sujet qui t'emmène devant eux. Hmm. Et ce n'est pas qu'une seule fois que moi j'ai eu ces genres de... Parfois même, tu vois, tu es en face de quelqu'un qui passe par l'apparence, c'est-à-dire son gestuel. Il te minimise du regard, il ne te prend pas au sérieux. Et si tu es une femme qui n'a pas le mental d'acier, le mental fort, rapidement, ça te décourage. Ça te Tu n'as même dérange. plus envie de continuer. Hmm. Sachant que l'action qui t'emmène vers lui, qui est le responsable de, 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 de cette zone. Cette action que toi, tu as initiée, tu n'es pas payé pour ça. Et cette action, c'est sa population qui en bénéficie et lui Ouais. encore le premier. Ouais. Donc, ça, c'est... Mais bon, j'espère qu'avec le temps, moi, j'ai eu le temps de faire mes preuves. Du coup, quand on entend parler de Polyafrique Bio aujourd'hui, on a déjà une certaine crédibilité qui fait que, bon, Face à ces obstacles, qu'est-ce qui t'a permis d'avancer, de continuer ou ben oui, de les surmonter en fait? Si tu avais un truc à dire rapidement sur ça serait quoi? ma foi, ma Mhm. têtutesse aussi, Mhm. ma foi, Le caractère, c'est ça le ouais, caractère, la cette, foi. Mhm. la foi et l'envie que les choses changent concrètement. Ça t'a permis de résister et d'avancer quoi, malgré tout ça. Ouais, ouais, Hmm. ouais. Ouais, donc mais comme tu as dit, hein, être une femme, c'est pas déjà facile, mais être une femme mère et qui travaille, c'est plusieurs casquettes là. En fait, est-ce que tu penses que tu as trouvé cet équilibre? Parce que tu vois, dans ta vie, tu as eu des moments où tu t'es dit, ah, je travaille, j'ai fait les deux, je laisse tomber. Ok, je m'occupe des enfants, donc je laisse tomber le boulot. Et puis bon, ben, je reprends quelque chose, et puis non, ça marche pas. Et puis je commence dans mon salon, mais bon, non, mais ça marche pas. Aujourd'hui, tu as trouvé l'équilibre que tu veux. Comment tu fais pour trouver l'équilibre si c'est le cas? Oui, je pense qu'aujourd'hui, ça va. J'ai eu le temps de m'installer confortablement dans ce que je fais aujourd'hui et de m'organiser. J'avoue que cela ne serait pas possible sans le soutien de mon mari parce que c'est lui qui me soutient, qui me donne de l'espace, qui me donne du temps. Il comprend que sa femme doit travailler pour telle activité, doit aussi voyager parce que je voyage beaucoup aussi pour l'organisation. Et ça, la contrainte, c'est que je dois laisser les enfants, c'est lui qui doit gérer les enfants en mon absence. Il comprend, c'est pas facile, mais il comprend. Et est-ce que malgré tout, il y a des moments où tu t'es senti, tu as eu le sentiment que tu es passé à côté de ta vie personnelle? Oui, oui, C'est oui. quand? Euh, Et tu peux expliquer. C'est-à-dire, je le ressens le plus quand je le des enfants. Parce que je sacrifie, hein, je sacrifie, que je le veuille ou non, je sacrifie les enfants pour Hmm. l'évolution de l'organisation. Hmm. J'aurais pu. Actuellement, par exemple, je suis en train de préparer un voyage où je dois partir. Donc,
de plus les jours approchent, plus je câline, je cajole les enfants parce que il me manque malgré que je suis encore là, mais il me manque déjà parce que c'est que d'ici quelques jours, je suis partie encore pour 2, 3 semaines ou parfois même un mois. Donc, Hmm. ces moments-là me manquent parce que j'aime bien prendre soin d'eux, j'aime bien les accompagner à l'école, j'aime bien les réveiller le matin. Et aussi, il y a des fois où tu as juste envie de prendre soin de toi-même. Hmm. Et pendant que tu es, par exemple, en vacances, il y a une obligation, on t'appelle, tu dois libérer si ce partenaire, tu as soumis un projet, tu as soumis, tu as fait une proposition de candidature, tu es sélectionné, on te dit, tu oublies tes vacances et tu t'occupes de ça. Donc, Ouais, parfois, c'est régulier, tu t'abandonnes ouais, pour l'organisation. ouais. C'est la Et vie, hein. Mais moi, je me dis, il n'y a aucune entreprise qui démarre et qui ne passe pas par là. Chaque chose hmm. en son temps. Je suis sûre que d'ici peut-être 5 ans encore ou 10 ans, l'équipe, on aura une équipe assez solide. Parce que oui, c'est vrai, pour l'instant, nous travaillons en équipe, Hmm. mais ce n'est pas encore ça. Avec le temps, on aura certainement recruté ou Hmm. rencontré encore de belles personnes qui vont nous accompagner, qui vont faire en sorte que je ne serai plus tout le temps sur les aguets, à surveiller les mails tous les matins, tel partenaire a écrit, tel document à envoyer, ou tel voyage à faire, etc., etc. Je suis Hmm. sûre et certaine que ça va, ça, Ouais. de plus en plus le temps passe, je suis sûre que les choses vont devenir plus légères. Ouais, oui, c'est ça, il faut garder espoir et oui, et de comprendre que les choses, même une organisation, c'est un élément vivant qui évolue tout doucement au rythme de sa croissance, quoi. Ouais. Exactement. Et du coup, est-ce que, ben, avec tout ceci, en fait, est-ce il y a des femmes proches ou lointaines qui t'ont inspiré, en fait, dans ta vie personnelle et professionnelle? Bon, dans ma vie personnelle, celle qui m'a le plus inspirée, c'est ma mère. Hmm. C'est parce que j'ai vu avec le parcours qu'on a eu, les difficultés qu'elle a connues pendant notre adolescence et même malgré, vous savez, les vieux là, nos papas là, c'est des, plus ils grandissent, plus ils deviennent des bébés. Donc, des challenges qu'elle vit au jour le jour, moi, m'inspire et fait en Hmm. sorte que ce soit dans mon foyer, comme dans mon abnégation dans le travail, d'être indépendante financièrement, d'être Hmm. indépendante en tant que femme, d'être épanouie en tant que femme. Tout ça, ma référence est ma mère. Hmm. Ma référence est ma mère. Elle Hmm. m'a appris très tôt à entreprendre. C'est elle qui m'a appris à entreprendre. Hmm. C'est elle qui m'a appris à entreprendre. Donc Hmm. ça, c'est la plus grande référence que j'ai. Mhm. Mais Voilà. super. Eh bien, on commence à arriver à la fin, en fait. Donc, une question que je pose toujours à mes invités, c'est comment tu te projettes d'ici 10 ans? Qu'est-ce que tu rêves d'avoir accompli dans 10 ans, en fait? Si on se revoyait 10 ans plus tard pour avoir cette discussion, qu'est-ce que tu vas me raconter? Déjà, euh, si je fais tout ce travail, c'est pour que un jour, je puisse faire partie de ces pionnières-là dans le domaine de l'environnement au pays. Hmm. Et pour avoir participé déjà à 3 conférences internationales, et bon, il y a eu des sommets, hein, mais des grandes conférences organisées par l'ONU. Mon rêve, à moyen terme, je dirais même, c'est d'être une négociatrice climatique pour mon Hmm. pays, représenter mon pays hors de ses frontières et défendre le drapeau de mon pays hors de ses frontières, représenter également la gente féminine hors de ses frontières et faire en sorte que d'autres jeunes filles puissent trouver en moi l'exemple, le Hmm. modèle afin de s'engager dans l'environnement. Parce que beaucoup Hmm. de femmes aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, malgré toutes les politiques, les femmes restent très réticentes. Elles préfèrent rester toujours après, c'est-à-dire sous couverture d'un homme. Et je pense qu'il faut aujourd'hui montrer l'exemple pour que les femmes puissent croire de plus en plus en elles. Et ça, Hmm. c'est ce que je veux. Et qu'un jour, même si je ne suis plus là, qu'on puisse dire, ah, mais on a connu une dame, Madame Savimbi, Madame Paulette, qui elle a quand même marqué son temps, elle a marqué son époque.
Et c'est elle qui a initié telle chose aujourd'hui dont vous bénéficiez dans telle ou telle commune. Ça, c'est mon rêve. Ok. Eh bien, écoute, tous mes souhaits positifs alors, que ces rêves s'accomplissent et en ces temps de janvier où on continue encore à se souhaiter bonne année. Donc, moi, je te souhaite une bonne décennie en fait, Merci. qui C'est arrive. gentil. Et Merci. donc là, on va vraiment atterrir à Paulette. Et j'aimerais savoir, donc, s'il y a des femmes qui vont nous écouter, qu'est-ce que tu aimerais partager comme message aux femmes et aux jeunes filles qui vont tomber un peu sur cet entretien? Je leur dirais ce que je voudrais qu'on me dise, c'est d'avoir toujours foi en moi-même et peu importe les difficultés, tant que je sais exactement où je veux atterrir, ne pas flancher face au challenge, Hmm, rester concentré, rester positive, éviter surtout les personnes qui nous découragent dans notre élan et veiller à ce que nous avons voulu réaliser pour nous-mêmes soit réalisé, hmm, peu importe les challenges, et hmm. rester veiller à être malgré tout indépendante financièrement en tant que femme. L'indépendance financière, ça va être le mot que je retiens. Et C'est important. je te dis énormément merci. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi, Paulette. Et ouais, j'espère que ceux qui vont écouter ça vont avoir autant de plaisir et d'apprentissage que ce que moi j'ai appris au moment de cette discussion. Merci encore, hein. C'est moi qui vous remercie et je remercie Terra Mucho qui a une initiative que je découvre fièrement et qui me donne la voix et qui, par cette occasion, par ce canal, donnera également la voix à d'autres petites filles qui grandissent sans savoir le monde dans lequel ils vivent. Je vous remercie sincèrement pour cette initiative et je souhaite vraiment bon vent à cette entreprise-là. Merci, merci, Paulette.